Le 17 juillet 1955, Walt Disney a accueilli le monde entier dans son propre univers fantastique, Disneyland. Ce chef-d'œuvre est le fruit d'une créativité et d'une ingénierie innovantes donnant naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'endroit le plus heureux au monde. Mais dans quelle mesure cette affirmation selon laquelle on trouve une joie infinie dans le nombreux parcs Disney à travers le monde est-elle vraie? Aujourd'hui, nous allons dévoiler certains des secrets obscurs de ces parcs et nous intéresser à certains projets qui n'ont jamais connu leur fin heureuse. Des montagnes russes volcaniques prévues aux attractions laissées à l'abandon pour des raisons étonnamment sombres, embarqués pour cette aventure folle, tandis que nous enquêtons sur certains projets Disney abandonnés et inachevés. Imagineering. Alors que nous embarquons pour notre aventure Disney, nous devons nous entourer de quelques amis. Les personnages qui ont rendu possible les idées les plus audacieuses des parcs Disney. Ils se nomment eux-mêmes les Imagineers. Lorsque Walt Disney s'est lancé dans la grande aventure de la création de son premier parc à Anaheim en Californie, il avait besoin d'un moyen de concrétiser ses fantasmes en Technicolor. Grâce à la créativité du personnel recruté dans son propre studio d'animation et à l'expertise d'architectes et d'ingénieurs, il a orchestré une équipe formidable qu'il a baptisée Imagineers. Animés par la passion et la créativité, Walt et ses Imagineers ont cultivé une attitude libre et volontaire selon laquelle tout ce qui peut être rêvé peut être construit. Cependant, même avec cette formule, les Imagineers n'ont certainement pas eu la vie facile au fil des ans. Certains concepts n'ont jamais vu le jour, tandis que d'autres, pour une raison ou une autre, ont été abandonnés en cours de route, parfois pour finir complètement délaissés et tomber dans l'oubli. Sans plus attendre, rendons-nous donc à la première étape de notre parcours. River Country. Comme l'a dit un jour Sébastien dans La Petite Sirène, c'est mieux là où c'est plus humide. Vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez, mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus amusant qu'un parc aquatique. Dans les années 70, les Imagineers avaient cette idée en tête lorsqu'ils ont conçu le deuxième parc Disney, Disney World Florida. Premier du genre dans les parcs Disney, River Country serait un parc aquatique situé au bord du lac Bay en Floride. Le parc a été conçu comme une reconstitution d'un ancien lieu de baignade, avec des criques et des cascades aménagées. Avec des attractions pour tous les goûts, River Country a connu un grand succès. En fait, étant l'un des premiers parcs aquatiques entièrement thématiques au monde, il était considéré comme révolutionnaire. Cependant, en 2001, le charme de River Country s'était considérablement estompé et ses beaux jours étaient révolus. Cette année-là, il fut initialement annoncé que le parc serait fermé pour rénovation, mais il ne rouvrit jamais. De plus, des parcs aquatiques plus récents, plus grands et plus performants avaient depuis été construits, tels que Typhoon Lagoon en 1889 et Blizzard Beach en 1995. River Country ressemblait beaucoup à l'un des jouets oubliés de Toy Story. La différence cependant était que l'abandon de ce parc pouvait se justifier en raison de certains événements sombres. Il s'est avéré que les eaux de River Country avaient en fait coûté la vie à plusieurs personnes. En 1982, un garçon de 14 ans s'y est malheureusement noyé. Un autre a connu le même sort en 1989, mais le plus troublant est le cas d'un garçon de 11 ans qui a perdu la vie en 1980. En effet, comme le parc était situé à proximité du lac Bay, les Imagineers avaient créé un système permettant de filtrer l'eau douce du lac et de la pomper dans le parc. Cependant, ce jour-là, une amibe microscopique de l'espèce Negleria fowleri, également connue sous le nom d'amibe mangeuse de cerveau, a réussi à contourner le système de filtration. Elle s'est introduite dans le nez du garçon et a attaqué son cerveau et son système nerveux, ce qui a finalement été fatal. Bien que ces incidents malheureux n'aient pas été tenus pour responsables de la fermeture du parc, ils ont certainement contribué à y créer une atmosphère inquiétante. Mais en matière de spectacle inquiétant, rien n'est plus dérangeant que l'aspect de River Country après sa fermeture. Jusqu'en 2018, le site était complètement abandonné. Les autres fois claires y étaient désormais troubles, transformés en marécage envahi par la mousse. C'était devenu un endroit vraiment effrayant, caché à la vue des visiteurs inconscients de Disney World, où les traces dégradées du charme de Disney qui existait autrefois ne faisaient que le rendre plus inquiétant par contraste. Cependant, en 2018, Disney a annoncé Reflections, un nouveau lodge de 900 chambres au bord du lac qui serait construit sur les ruines de River Country. Les derniers vestiges du parc aquatique ont donc été démolis avant le début des travaux. Ainsi, sans aucune trace de ce parc Disney oublié, River Country n'existe plus que dans les souvenirs nostalgiques et peut-être inquiétants de ceux qui l'ont visité. Le royaume animal. De la souris principale elle-même au chat maléfique et au chien amoureux, il n'est un secret pour personne que Walt Disney s'intéressait aux animaux. En effet, lorsqu'il a créé Disneyland dans les années 50, il souhaitait intégrer de vrais animaux. Mais les circonstances ne lui ont pas permis au départ.
Quelques animaux ont commencé à faire leurs apparitions dans les parcs Disney au cours des années suivantes. Cependant, ce n'est qu'en 1998, plusieurs décennies après la mort de Walt, que son rêve s'est pleinement réalisé lorsque Disney World a inauguré Animal Kingdom. Ceux qui d'entre vous connaissaient bien Disney World savent qu'Animal Kingdom abrite non seulement de vrais animaux de zoo, mais aussi une section consacrée aux dinosaures animatroniques, ou plutôt Dinoland. Cependant, saviez-vous que les Imagineers avaient initialement imaginé une autre section appelée Beastly Kingdom ? Le royaume de Beastly Kingdom abritait toutes sortes de créatures mythiques. De nobles licornes et de redoutables bêtes marines rôderaient sur ces terres sous forme animatronique. Cependant, un dragon cracheur de feu trônerait au sommet d'une tour, gardant ses trésors. Lorsque les visiteurs entreraient dans la tour, ils seraient accueillis par une bande de chauves-souris qui prévoyaient de piller les richesses du dragon. Embarqués dans un grand 8 palpitant, les visiteurs tournaient autour des tours perfides avec des chauves-souris jusqu'à ce qu'ils rencontrent enfin le dragon lui-même qui tentait de leur cracher son feu. À l'époque, le dragon aurait été le plus grand audio animatronique jamais construit par des Imagineers. Mais cela ne devait pas se produire. Il est intéressant de noter que des vestiges de Beastly Kingdom sont encore visibles aujourd'hui. Par exemple, il y a toujours un dragon sur le logo d'Animal Kingdom. Mais pourquoi cette idée fantaisiste n'a-t-elle jamais abouti ? Eh bien, vous pouvez blâmer cet individu, Michael Eisner, ancien président directeur général de Disney. On raconte que lorsque la société s'est lancée dans le projet, les coûts liés aux soins des animaux ont dépassé les prévisions budgétaires et Dinoland et Beastly Kingdom ont donc été remis en question. Disney travaillait à l'époque sur le blockbuster en images de synthèse Dinosaur. Eisner a conçu que Dinoland était plus judicieux d'un point de vue commercial. Et comme seul l'un des deux projets pouvait être financé, Beastly Kingdom a malheureusement été abandonné. Discovery Island. Avec des secrets visuels dans la plupart de ses films, de Nemo dans Monstres et compagnie à Réponse dans La Reine des Neiges, Disney accorde une grande importance aux détails cachés. Cependant, en ce qui concerne les parcs, il existe certains détails cachés que l'entreprise préfère que les fans ne découvrent pas. Par exemple, Discovery Island. Ce site a été inauguré en 1974, 3 ans après l'ouverture de Disney World. Il se trouvait à 2 pas de River Country et avait été construit sur une île naturelle du lac Bay en Floride, regorgeant de faune et de flore. Discovery Island présentait des oiseaux et des animaux sauvages rares. Pendant 25 ans, les visiteurs arrivaient par bateau entier et étaient fascinés par les merveilles naturelles de Discovery Island. Cependant, en 1999, Discovery Island a mystérieusement disparu. Après avoir été retirée du catalogue des attractions de Disney, l'île a tout simplement été abandonnée. Elle n'a pas été démolie, elle n'a pas été réaménagée, elle a simplement été laissée à l'abandon. Au fil du temps, l'île autrefois animée était tombée dans l'oubli. Les cages qui abritaient autrefois des animaux ressemblent désormais à des cellules d'asile en ruine, et les animaux non identifiés qui avaient peut-être élu domicile sur l'île gisent désormais là, sous forme de carcasses. Toujours abandonné à ce jour, personne n'est autorisé à pénétrer sur l'île. Cependant, en 2017, le youtubeur Matt Sonsa a réussi à y accéder, capturant l'île délabrée avec sa caméra et fournissant à Internet certaines des images exclusives que vous venez de voir. Mais comment Discovery Island est-elle tombée dans une telle tragédie ? Depuis sa fermeture en 1999, Disney n'a jamais expliqué pourquoi Discovery Island avait été fermé. Mais on pense que c'était en raison d'une faible fréquentation et de coûts d'entretien élevés. En effet, 1 an avant sa fermeture, le parc Animal Kingdom, mentionné précédemment, a ouvert ses portes dans le parc principal. Ce dernier étant plus récent, plus grand et abritant une plus grande variété d'animaux, la fréquentation de Discovery Island a commencé à chuter. Rapidement, les animaux de l'île ont été transférés à Animal Kingdom. Discovery Island a été fermée, abandonnée et laissée à l'abandon, attendant d'être redécouverte par les youtubeurs les plus courageux. Fire Mountain. Dans les années 90, Disney était au sommet de sa gloire. D'Aladin au Roi Lion, le studio produisait des succès les uns après les autres. À tel point que la période comprise entre 1989 et 1999 est souvent qualifiée de renaissance Disney, un retour en force après une période de projets peu performants. Cependant, à la fin des années 90, Disney a commencé à s'éloigner de la formule classique des contes de fées qui semblait avoir relancé sa popularité au cours de cette décennie. Le tournant du siècle a apporté à Disney une série de nouvelles idées de films audacieuses, dont beaucoup se sont malheureusement soldés par des échecs commerciaux. À la fin des années 90, le studio a commencé à travailler sur Atlantide, l'Empire perdu. Convaincus que ce serait un succès, les Imagineers ont commencé à conceptualiser une attraction sur le thème de l'Atlantide pour Disney World. Cependant, Atlantide était loin d'être un succès.
Avec un budget de production d'environ 120 millions de dollars, le film n'a rapporté que 186 millions de dollars pendant toute la durée d'exploitation en salle. Cela peut sembler acceptable, mais si l'on considère que Le Roi Lion, rien que lors de sa sortie en salle, a rapporté 768 millions de dollars pour un budget de 45 millions, on comprend pourquoi Atlantide a été considéré comme décevant. Le film avait déjà été un gouffre financier, et le manque de confiance qui s'ensuivit chez Disney nous a privés de ce qui aurait pu être l'une de leurs attractions les plus impressionnantes, Fire Mountain. Situé dans le Magic Kingdom de Disney World, Fire Mountain aurait été un volcan géant au pied duquel les personnages d'Atlantide auraient installé un camp de base. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'attraction, mais il serait question d'un grand 8 serpentant autour d'un volcan. Les illustrations conceptuelles suggèrent que l'attraction aurait commencé dans un wagon d'apparence traditionnelle, mais que la piste aurait ensuite pivoté vers le bas, faisant tourner le wagon en position suspendue, donnant aux visiteurs l'impression de voler. Au-delà de cela, il n'y a pas beaucoup d'autres détails, mais nous pouvons imaginer les autres illusions, sensations fortes et coulées de lave que les Imagineers nous auraient réservées. Quoi qu'il en soit, je suis certain que cela aurait été un succès. Si vous aussi vous vous sentez privé de Fire Mountain, lançons le hashtag Justice for Fire Mountain dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, vous pouvez également liker et vous abonner, non? Une fois que vous aurez fait tout ça, remontez à bord pour notre prochain arrêt. Villain Mountain. Avec leur rire dément et leur style impeccable, les méchants de Disney sont des personnages que nous adorons détester. Bien qu'ils soient essentiels à l'intrigue de la plupart des films, ces voyous malfaisants ne sont pas toujours au premier plan dans les parcs Disney. Cependant, saviez-vous qu'il était prévu de créer une attraction exclusivement consacrée aux méchants? En 1986, Tokyo Disneyland a inauguré le Cinderella Castle Mystery Tour. Les visiteurs embarquaient pour une visite apparemment innocente au château de Cendrillon. Mais l'ambiance changeait progressivement, transformant le château en repère effrayant de divers méchants. Constatant le succès de cette attraction, les Imagineers ont pensé qu'il était peut-être temps d'apporter un peu de malice aux parcs Disney occidentaux. Ils ont alors imaginé Villain Mountain. À cette époque, les Imagineers développaient également le Fire Mountain qui était voué à l'échec. Ils ont donc décidé de différencier Villain Mountain en ne le concevant pas comme des montagnes russes mais plutôt comme un parcours aquatique, plus proche de Splash Mountain, mais effrayant. Les visiteurs glissaient dans des gondoles macabres, ornées de crânes similaires à celles d'Hadès dans Hercule. Après un voyage éprouvant à travers les différents repères, les visiteurs auraient été confrontés au plus malveillant de tous, le Chernabog de Fantasia. Déployant ses immenses ailes, Chernabog aurait menacé les passagers tandis qu'une cour de démons de feu s'amusait autour de lui. Au milieu de toute cette terreur, les visiteurs auraient soudainement plongé dans une profonde abîme. Effrayant, non? Malheureusement, seuls des concepts très vagues ont vu le jour dans le cadre de ce projet, car pour des raisons inconnues, l'ensemble a été abandonné. À ce jour, nous n'avons toujours pas vu de zone entièrement dédiée à nos méchants préférés. On pourrait avancer que cela est dû à la philosophie de Disneyland, qui se veut l'endroit le plus heureux au monde. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que, pour le méchant qui sommeille en chacun de nous, ce serait une idée très intéressante à concrétiser. Les montagnes russes du mont Fuji. En 1982, alors que les gens se promenaient dans les rues en écoutant Eye of the Tiger sur leur Walkman, Disney s'apprêtait à dévoiler une toute nouvelle attraction passionnante à Disney World. Oui, l'emblématique Epcot. Rêve que Walt caressait depuis les années 60, Epcot était un centre d'innovation technologique, de science et de culture mondiale. Avec tant de choses à découvrir, Epcot ne manque certainement pas d'attractions. Cependant, il y a une attraction qui aurait pu le rendre encore plus remarquable, celle qui a échappé à la réalisation, les montagnes russes du mont Fuji. Les pavillons mondiaux d'Epcot célèbrent divers pays du monde, et chaque pavillon est généralement parrainé par une entreprise privée. Par exemple, le pavillon américain a été financé par American Express et Coca-Cola. On ne peut pas faire plus américain que cela. Cependant, c'est précisément ce système de parrainage qui a conduit à l'abandon des idées des Imagineers. Avant l'ouverture d'Epcot, les Imagineers créaient des concepts sur le pavillon japonais, et ils avaient jeté leur dévolu sur un symbole japonais, le mont Fuji. Il ne s'agissait pas simplement d'une petite réplique de la montagne, mais d'une montagne russe qui naviguait rapidement entre les pics périlleux. Et il n'y avait qu'un seul problème, Kodak. Pourquoi Kodak posait-il problème, demanderez-vous peut-être? Eh bien, même s'ils n'étaient pas le sponsor du pavillon japonais, ils étaient l'un des principaux sponsors du pavillon Imagination à Epcot. On pense que Fujifilm, le grand rival de Kodak, était en lice pour sponsoriser l'exposition sur le mont Fuji. Cependant, étant donné que Kodak était l'un des principaux sponsors de Disney, il est probable qu'il se soit opposé à un partenariat entre Disney et leur rival acharné Fujifilm. Et le financement de ce projet ambitieux n'a donc pas pu être obtenu. C'est finalement la chaîne de grands magasins japonaise Mitsukoshi qui a sponsorisé le pavillon japonais pour une somme moins importante, ce qui a donné naissance au pavillon Epcot actuel.
toujours impressionnant, mais dépourvu du mont Fuji. En résumé, ils ont fait des économies, c'est regrettable. Je veux dire enfin, c'est qu'une montagne. Combien cela pouvait-il coûter? Le palais enchanté de neige. Avec un chiffre d'affaires impressionnant de 1,28 milliard de dollars pour la Reine des Neiges et 1,45 milliard de dollars pour sa suite sortie en 2019, la Reine des Neiges est sans aucun doute la franchise la plus réussie du studio d'animation. Adapté du conte La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, le studio a une histoire étonnamment longue avec ce conte classique. De Walt, qui a joué avec l'idée d'un film sur la Reine des Neiges en 1936, à un concept d'attraction Disneyland sur le thème de la Reine des Neiges dans les années 70, agrémenté de glaçons artificiels et de tas de neige, le palais enchanté de neige aurait transporté les visiteurs dans un pays de merveilles glacées. Des créatures fantaisistes se seraient révélées en cours de route, telles que les 3 boules de neige, de petits hommes animatroniques jouant du corps. Des pingouins et des ours polaires auraient patiné, et même la Reine des Neiges elle-même aurait galopé dans le royaume glacial sur sa majestueuse licorne. À première vue, il est facile de supposer que l'équipe derrière la Reine des Neiges a peut-être puisé une certaine inspiration dans le concept. Cependant, malgré ses superbes illustrations conceptuelles, l'idée a finalement été abandonnée. Selon certaines rumeurs, la société aurait décidé à l'époque de donner la priorité au projet Epcot en cours. Et lors des délibérations sur le palais enchanté des neiges, elle aurait décidé de laisser tomber. Ils étaient loin de se douter que 40 ans plus tard, l'histoire de la Reine des Neiges deviendrait un phénomène mondial générant plusieurs milliards de dollars. Et en effet, Frozen Land devait voir le jour à Disneyland Paris dans les prochaines années. Ainsi, après 40 ans, certains des plans originaux du Palais des Neiges pourraient enfin être sortis du congélateur pour être rafraîchis. Disneyland Singapour. Depuis l'ouverture du premier parc Disney en 1955, Disney a progressivement travaillé à sa domination mondiale, à son expansion. Et dans les années 90, Singapour cherchait un moyen d'attirer davantage de capitaux dans le pays. Et quoi de mieux que la vache à lait qu'était Disneyland? Tout a commencé en 1985, lorsque Singapore Airlines a fait appel à un cabinet de conseil économique américain pour élaborer un concept visant à stimuler l'industrie touristique de Singapour. La décision a été prise, les parcs à thème, les hôtels, la restauration rapide et les centres commerciaux étaient la clé du succès. Et la campagne de construction serait concentrée dans une zone qu'ils appelleraient la Singapore Entertainment Center. Cependant, en 1994, malgré près d'une décennie de développement, l'ensemble du projet a été mis en veilleuse. Les autorités singapouriennes n'étaient pas satisfaites des offres soumises. C'est alors que Disney est entré en scène. À l'époque, Singapour était le premier consommateur mondial de produits Disney par habitant, de sorte que la construction d'un parc dans ce pays était pratiquement une garantie de succès pour les deux parties. Seulement, à la suite du lancement financièrement décevant d'Euro Disney à Paris en 1992, Disney se montrait avare. En effet, l'entreprise souhaitait payer un prix irréaliste pour un immense terrain de 300 hectares et voulait également que le gouvernement singapourien prenne en charge une grande partie des frais de construction. L'accord n'a donc pas abouti. Cependant, Disney avait d'autres options et s'est rapidement tourné vers Hong Kong. Contrairement à Singapour, Hong Kong était tout à fait disposé à prendre en charge les frais et à payer les 3/4 des 3 milliards de dollars nécessaires à la construction. Disneyland Hong Kong a ouvert ses portes en 2005. On ne sait pas grand-chose de ce qui aurait pu ressembler Disney à Singapour, mais on peut supposer qu'il aurait été assez similaire à son homologue de Hong Kong. Mais cependant, dès les années 60, l'Asie disposait déjà de son propre Disneyland, qui était très différent, et pour une bonne raison, comme vous le découvrirez bientôt. Disney à prix réduit. En 1983, 18 ans après l'ouverture du tout premier Disneyland en Californie, le Japon a obtenu son propre Disneyland. Le tout premier a été construit en dehors des États-Unis. Cependant, bien avant Disneyland Tokyo, le Japon disposait déjà d'un Disneyland, ou du moins d'une entité juridiquement distincte qui ressemblait quelque peu à Disneyland. Le 1er juillet 1961, la chaîne de supermarchés japonaise Daiei a inauguré Nara Dreamland, un nouveau parc à thème fortement inspiré de celui de Disney, à tel point qu'il comportait non seulement sa propre version du château de princesse, mais aussi d'autres icônes telles que Main Street et le chemin de fer. Nara Dreamland avait même sa propre version de Mickey Mouse et d'autres mascottes de personnages Disney créés par Nara Dreamland. Il s'agissait des bons vieux Ran-chan et Dory-chan, deux personnages enfants déguisés en garde-beefeaters. À première vue, Nara Dreamland pouvait sembler être la version low cost, mais cette imitation de Disney était extrêmement populaire à l'époque, avec environ 1,7 million de visiteurs par an. Après tout, c'était ce qui se rapprochait le plus de Disneyland en Asie sans avoir à prendre un vol de 10 heures. Malheureusement pour Nara Dreamland, à la fin des années 70, Disney a commencé à planifier l'ouverture d'un complexe à Tokyo. Et, en 1983, Tokyo a accueilli un véritable Disneyland. Sans surprise, la fréquentation de Nara Dreamland a commencé à décliner, et en 2001, les millions de visiteurs annuels sont tombés à seulement 400 000.
Au cours des années suivantes, les installations ont commencé à fermer. Les attractions ont rouillé jusqu'à ce que finalement, en 2006, le parc soit définitivement fermé. En 2014, voici à quoi ressemblait le site abandonné. Ouais, plutôt effrayant, non? Ce qui était autrefois un lieu vibrant et magique est devenu un royaume vandalisé et délabré. Finalement, entre 2016 et 2017, le parc en ruine a été entièrement démoli, ce qui signifie que Dreamland n'est plus qu'un rêve du passé. J'ai même entendu dire que Ran-chan et Dory-chan travaillaient désormais chez Burger King. Tant mieux pour eux. Cependant, Nara Dreamland n'est pas la seule imitation asiatique de Disneyland à avoir jamais existé. Comme nous l'avons vu dans les années 90, Disney était au sommet de son art, du moins en ce qui concerne les films. Et qui souhaitait profiter de ce succès? Eh bien, une société immobilière chinoise basée en Thaïlande, appelée Rainwood Group. Mais elle ne cherchait pas à investir dans Disney ou dans quoi que ce soit d'autre, non, non, non. Elle s'apprêtait à plagier Disneyland, et elle appelait son parc à thème Wonderland, et avec ses châteaux à tours, à toit et à flèches, il était assez évident qu'elle s'inspirait très fortement de plusieurs décennies d'Imagineering pour créer un Disneyland contrefait. Cependant, tout comme le Nara Dreamland japonais, ce parc contrefait était voué à l'échec. En 1998, la construction de Wonderland s'est mystérieusement arrêtée, laissant le château à moitié construit à l'état de coquille vide, aux côtés de quelques bâtiments non meublés. Mais comment une imitation prometteuse de l'endroit le plus heureux de la Terre est-elle devenue une triste ville fantôme délabrée? À l'époque, la tradition locale a fait naître une légende selon laquelle les constructeurs auraient refusé de travailler sur le site, car celui-ci était construit sur un ancien cimetière hanté. Aussi effrayant que cela puisse paraître, ce n'est étonnamment pas le cas. La vérité est que l'entreprise a simplement manqué de fonds à mi-parcours et n'a pas pu se permettre de terminer Wonderland. Au cours des années suivantes, les agriculteurs locaux ont tenté de récupérer les terres abandonnées, cultivant et élevant du bétail dans ce royaume en ruine. Finalement, le site a été complètement démoli en 2013 pour faire place à un centre commercial. En somme, tout le contraire du lieu le plus heureux du monde. Cependant, en matière de Disneyland malheureux, on n'a pas encore touché le fond. Les Disneyland les plus sombres. Disney s'est avant tout rêvé avec son cœur et faire un vœu en regardant les étoiles. Croire que la magie peut vraiment se produire si l'on y croit. Cependant, l'artiste de rue connu sous le nom de Banksy ne serait jamais aussi naïf, comme en témoigne son installation artistique de 2015, Dismaland. Connu pour créer des œuvres d'art qui suscitent la réflexion et souvent politique, Banksy a réalisé une installation cynique et satirique sur les parcs d'attractions fantaisistes de Walt Disney. Répondant aux idées de bonheur artificiel, de domination culturelle à grande échelle et de consumérisme effréné, ainsi qu'à certains autres aspects un peu moins reluisants du passé et du présent de Disney. L'artiste lui-même a décrit Dismaland comme une parc d'attractions pour les défavorisés. Situé à Weston-super-Mare au Royaume-Uni, ce parc temporaire présentait Disney comme vous ne l'avez jamais vu. De la carcasse pourrissante du château de la Belle au bois dormant et du carrosse renversé de Cendrillon avec des paparazzis prêts à immortaliser l'accident de la célébrité, aux ballons sur lesquels on pouvait lire « Je suis un imbécile ». Dismaland a été décrit comme un parc à thème familial inadapté aux enfants. Et honnêtement, il s'agissait d'une parodie assez ingénieuse. Bien que cruelle, est l'une des forces culturelles les plus puissantes de notre planète. C'est pour le moins une touche de réalisme qui vient contrebalancer toute la douceur disneyfiée que nous avons vue jusqu'à présent. Malheureusement, cette exposition n'a duré que d'août à septembre 2015 et n'existe donc plus. Cela dit, le simple fait de voir le château en ruine nous donne un aperçu de ce qui pourrait arriver si la maison de Mickey venait un jour à disparaître. Un concept qui a également été exploré dans les œuvres de Michael Finney, créateur sur DeviantArt. Dans ses Photoshop inquiétants, Finney imagine à quoi pourrait ressembler Disneyland si une invasion de zombies venait à anéantir toute l'humanité. Le résultat est un château digne du repère d'un méchant de Disney parmi d'innombrables autres sites en ruine. Michael Finney n'est pas le seul artiste à imaginer une telle situation. Découvrez le travail de Philippe Audace. Ses œuvres en 3D explorent également les parcs Disney en ruine post-apocalyptiques. D'un Olaf démembré à une tête de Mickey géante et rouillée, le monde de Audace est véritablement dans le droit le plus triste de la Terre. Ces représentations artistiques pourraient parfaitement s'intégrer dans les sites Disney qui ont réellement été abandonnés, comme Discovery Island et River Country.
Cependant, de manière réaliste, ces sites Disney actuellement délabrés finiront par être reconstruits, réaménagés et revitalisés. Et être dans cet état de changement est un principe central des parcs Disney. Walt lui-même a expliqué un jour, Disneyland ne sera jamais achevé, il continuera à se développer tant qu'il y aura de l'imagination dans le monde. Et c'est cette évolution constante qui nous permet de regarder en arrière à travers l'objectif de vieilles caméras granuleuses et de voir ce qui était, et est toujours pour de nombreuses familles, l'endroit le plus heureux sur Terre. Et cela, princesses et princesses, nous amène à notre Ils vécurent heureux. Faites-moi savoir dans les commentaires quel concept abandonné vous auriez le plus aimé voir. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.